Un chef d'entreprise peut avoir un gros chiffre d'affaires, il peut vendre beaucoup, mais quand on ne suit pas sa trésorerie, ben, on peut se retrouver à court de liquidité au moment où il faut payer ses fournisseurs. Et donc, on va être riche sur papier et pas forcément dans les faits. Dans des situations personnelles, on va avoir parfois en tant que cadre ou même en tant qu'entrepreneur, on va obtenir une promotion ou gagner un nouveau marché et donc avoir une augmentation dans nos revenus et automatiquement augmenter notre train de vie alors qu'on n'a pas mis de budget en place, qu'on n'a pas d'épargne de précaution. L'un des premiers objectifs que je fixe, c'est d'avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution. Trop peu de personnes y pensent. Donc ça doit pas être le jour où tu as un problème, tu dois aller vendre des actions, vendre une maison, non. On doit être à même de gérer un problème ou de prendre une décision qui pourrait potentiellement nous mettre en difficulté à court terme. Et c'est très difficile pour des professionnels qui sont très bons dans ce qu'ils font d'accepter, d'avoir l'humilité d'accepter que voilà un domaine dans lequel je ne connais pas grand. Ces personnes qui vous disent mais je comprends pas pourquoi je suis là, moi je gère bien mon argent, j'ai pas de prêt, je suis pas endetté, parce qu'en fait tant qu'on n'est pas dans le trou, on considère qu'on gère bien. Alors que quand on doit négocier, que ce soit avec des partenaires externes comme des fournisseurs, mais aussi des financiers, on doit transmettre, on doit démontrer notre capacité à comprendre comment on fait l'argent. On doit comprendre, on doit démontrer qu'on comprend comment on dépense cet argent aussi, parce que c'est ça, on parle beaucoup de CFA, de dollars, etc. Mais en réalité, la devise dans la gestion financière, dans les affaires, c'est la confiance. Et donc, la gestion financière vous donne de quoi transmettre la confiance à vos partenaires. Bonjour et bienvenue dans Le Terrain Parle. Je suis Raouda Aminou, la fondatrice d'Entourage. Entourage, c'est une plateforme qui démocratise l'accès à des experts de premier plan en Afrique et dans la diaspora afin d'aider les professionnels et entrepreneurs à prendre des décisions plus éclairées et plus stratégiques et plus solides surtout. Avec Le Terrain Parle, nous avons voulu analyser des sujets que beaucoup vivent au quotidien, mais qui restent souvent mal compris et sous-estimés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, à la fois personnel et stratégique. Il s'agit de l'éducation financière. Beaucoup de professionnels comme vous et moi gagnons correctement nos vies, a priori. Beaucoup de dirigeants pilotent des organisations, a priori. Et beaucoup d'entrepreneurs développent leurs activités. Mais combien maîtrisent réellement les mécanismes financiers qui structurent leurs décisions, leur trajectoire et leur avenir? Alors, une question se pose. Pourquoi l'éducation financière reste-t-elle sous-estimée par de nombreux professionnels et dirigeants en Afrique? Et surtout, en quoi ce manque de culture financière influence-t-il non seulement la performance des organisations, mais aussi l'autonomie individuelle, la capacité à négocier, à investir et à anticiper? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Vanessa Adandé. Vanessa, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Vanessa est experte comptable diplômée aux États-Unis, agréée CEMAC, spécialiste en finance d'entreprise, gouvernance et contrôle interne. Rien que ça. Vanessa accompagne des dirigeants des PME, mais aussi des professionnels non financiers, à transformer leurs chiffres en outils de décision et à développer une relation plus structurée, plus consciente et plus stratégique à l'argent. À travers ses masterclass de Financial Wellness, elle œuvre pour une démocratisation concrète de l'éducation financière, convaincue qu'elle est un levier d'autonomie et de performance à tous les niveaux. Vanessa, écoute, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bien sûr, avant d'entrer dans les questions, dans le dur du sujet, j'aimerais te laisser poser le cadre de cette problématique. Pourquoi, selon toi, l'éducation financière reste-t-elle sous-estimée, y compris par de nombreux professionnels et dirigeants, même expérimentés? Et surtout, que te montre le terrain, à la fois au niveau individuel et organisationnel, Vanessa? Mais tu l'as bien posé, tu as bien posé le sujet. Le terrain nous montre chaque jour un réel paradoxe parce qu'on a des personnes brillantes, compétentes, expérimentées sur ce continent, mais qui ne disposent pas toujours des outils pour
transformer leurs chiffres en stratégie. Et ça, que ce soit dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. On avance avec beaucoup de courage, on en a besoin, mais sans réelle boussole. Et du coup, c'est une question que je rencontre moi tous les jours dans mon travail, que ce soit en tant que conseillère de dirigeants, mais également dans les formations que nous proposons. Parce que nous aidons du coup des professionnels à reprendre le contrôle sur leurs finances. Et moi, ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question, les réels points qui sont en jeu, c'est l'autonomie, c'est l'ambition et c'est le pouvoir. En gros, se donner vraiment les moyens de sa politique. Autonomie, ambition et pouvoir. Un triptyque. On va revenir dessus tout à l'heure, Vanessa. La première question, je rentre dans le dur directement. Tu sais, quand on parle d'autonomie financière, beaucoup vont se dire, moi j'ai déjà réussi, donc j'ai une bonne autonomie financière, je sais bien gérer mes finances. Quels signaux te permettent d'identifier qu'un professionnel ou un dirigeant manque de maturité financière, même lorsqu'il réussit dans sa carrière ou son business? J'ai bien aimé quand, dans ton introduction, tu as dit on gagne bien nos vies a priori. A Parce que priori. c'est ça le problème, c'est que le succès, il est souvent apparent. Et c'est dans certains comportements qu'on va réaliser, ou plutôt qu'on va pouvoir correctement évaluer si le dirigeant ou le professionnel en question a une réelle maturité financière. Ça va se jouer à notre capacité à, à gérer les moments difficiles. Par exemple, un chef d'entreprise peut avoir un gros chiffre d'affaires, il peut vendre beaucoup, mais quand on ne suit pas sa trésorerie, ben, on peut se retrouver à court de liquidité au moment où il faut payer ses fournisseurs. Et donc, on va être riche sur papier et pas forcément dans les faits. Dans des situations personnelles, on va avoir parfois en tant que cadre ou même en tant qu'entrepreneur, on va obtenir une promotion ou gagner un nouveau marché et donc avoir une augmentation dans nos revenus et automatiquement augmenter notre train de vie alors qu'on n'a Oui. pas mis de budget en place, qu'on n'a pas d'épargne de précaution. Donc, on n'est pas capable de faire face au moindre petit imprévu qui arrive et on va devoir avoir recours à des crédits, alors qu'en fait, vu ce qu'on gagne, on ne devrait pas. C'est ces leviers-là qu'il faut transformer en progrès, en travaillant à la base, en s'éduquant correctement sur les signaux qui apparaissent et vous montrent que ça ne va pas pour que vous puissiez changer de cap et vous préparer au moment difficile. Est-ce que tu as un ou deux exemples de signaux à nous donner juste comme ça? La trésorerie, c'est un gros truc. Moi, on parle souvent d'épargne et ça me fait toujours sourire parce que je partage avec les personnes avec qui je travaille que contrairement à ce qu'on pense, moi, dans ma vie, je suis pas une épargnante du tout. Je dépense beaucoup d'argent. Et la seule façon dont j'arrive à maîtriser tout ça, c'est en me fixant clairement des objectifs. L'un des premiers objectifs que je fixe, c'est d'avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution. Trop peu de personnes y pensent. L'épargne de précaution, dans le cadre, par exemple, de toi ou de moi, c'est minimum 3 à 6 mois de nos dépenses de vie qui sont mises de côté sur un support dit liquide et accessible. Donc, ça doit pas être le jour où tu as un problème, tu dois aller vendre des actions, vendre une maison. Non. On doit être à même de gérer un problème ou de prendre une décision qui pourrait potentiellement nous mettre en difficulté à court terme et nous demander d'avoir recours à cette épargne de précaution. Et on voit tous les jours des personnes autour de nous, parfois nous-mêmes, en grande difficulté parce que on perd un parent, parce que on perd son travail, même si on va retrouver du travail demain ou même si notre employeur va finir par nous payer des indemnités. Mais là, aujourd'hui, on peut se retrouver dans une situation où on n'est pas à même de faire face à nos obligations courantes, alors que hier, on était riche a priori. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des exemples phares de ce qu'il faut mettre en place en termes C'est l'épargne. de gestion financière.
Tout à fait. Ben, là, tu viens de nous parler d'un exemple, le premier signal, c'est l'épargne de précaution. Tout à l'heure, tu parlais de les fondamentaux, la maîtrise des fondamentaux financiers. Comment ou en quoi la maîtrise de ces fondamentaux peut-elle influencer la capacité d'un dirigeant ou d'un cadre à évoluer, à négocier, à prendre des décisions stratégiques? Parce que, est-ce qu'il y a une corrélation? Parce que quand tu maîtrises mieux tes finances, tu es un meilleur négociateur, tu es un meilleur stratège. Comment tu vois ça? Tu as probablement déjà entendu que savoir, c'est pouvoir. Et c'est vraiment le cas ici parce que maîtriser les bases de la finance, maîtriser les principes de la gestion financière, c'est vraiment se donner le pouvoir d'anticiper, c'est se donner le pouvoir de négocier et c'est se donner le pouvoir de prendre des décisions pour son propre bien. Je dis toujours à nos clients que euh, investir dans son éducation financière, c'est se, c'est faire du bien au futur soi. Donc, Mm. pendant qu'on est en train de le faire, on n'a pas trop l'impression que c'est positif parce que parfois on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas. Et c'est très difficile pour des professionnels qui sont très bons dans ce qu'ils font d'accepter, d'avoir l'humilité d'accepter que voilà un domaine dans lequel un domaine que je ne maîtrise pas, dans lequel je ne connais pas grand-chose. On a Mm. d'ailleurs dans nos formations beaucoup le retour de ces personnes qui vous disent mais je comprends pas pourquoi je suis là. Moi je gère bien mon argent, j'ai pas de prêt, je suis pas endetté parce qu'en fait tant qu'on n'est pas dans le trou, on considère qu'on gère bien. Alors que quand on doit négocier, que ce soit avec des partenaires externes comme des fournisseurs, mais aussi des financiers, on doit transmettre, on doit démontrer notre capacité à comprendre comment on fait de l'argent, donc quels sont les différents leviers qui nous permettent de générer des revenus. On doit comprendre, on doit démontrer qu'on comprend comment on dépense cet argent aussi, comment sont structurés nos coûts, et que du coup, on sera à même de s'ajuster quand les moments vont devenir difficiles. Quand on est face à un financier, par exemple, lui, il veut pouvoir récupérer son argent. Une banque veut s'assurer que vous allez être en mesure de rembourser votre prêt. Un investisseur veut s'assurer que vous allez être en mesure non seulement de générer de l'argent pour qu'il puisse avoir des dividendes, mais de continuer à en générer pour qu'à un moment, il puisse récupérer sa mise. Donc, ces personnes, vous devez leur parler en leur montrant que euh, en cas de difficulté, vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous ajuster, que vous saurez éventuellement maîtriser les différents risques qui concernent votre activité pour qu'ils se sentent en confiance. Parce que c'est ça, on parle beaucoup de CFA, de dollars, etc. Mais en réalité, la devise dans la gestion financière, dans les affaires, c'est la confiance. Tant qu'il n'y a pas la confiance, ça va être très difficile de mettre en place des contrats avec des clients, des contrats avec des fournisseurs, mais aussi d'arriver à avoir des financements. Et donc, la gestion financière vous donne de quoi transmettre la confiance à vos partenaires. Et je crois que tu viens d'aborder ma troisième question déjà parce que tu parles de la maîtrise de la gestion financière, notamment on peut dire par exemple un outil, c'est les états financiers de l'entreprise. Mhm. Pourquoi tant de Ouais. dirigeants lisent leurs états financiers sans réellement les utiliser comme un outil de décision stratégique? Et là, tu as commencé à aborder cela déjà. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la cause, mais en réalité, moi, je vois tous les jours des dirigeants qui finalement préparent des états financiers pour les impôts, voilà, Oui. par obligation réglementaire. C'est pas, c'est exactement la même raison pour laquelle nous, on veut pas aller regarder nos relevés, notamment quand on sait qu'on a potentiellement beaucoup dépensé. Les dirigeants n'aiment pas forcément regarder ce qui se passe dans leur compte, et ça, qu'ils soient financiers ou non financiers. Parce il y a beaucoup d'humains. Voilà, on ne veut pas forcément regarder la vérité en face. Et du coup, au lieu de regarder ces données comme une obligation réglementaire, on devrait réellement les exploiter comme un outil de pilotage. C'est ça. Le problème, c'est que ça demande du travail.
lire des états financiers, ce n'est pas quelque chose qui descend sur nous par la force du Saint-Esprit. Tout à fait. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut arriver à décrypter euh, le fonctionnement des choses. Il faut arriver à pouvoir s'asseoir avec son comptable ou un professionnel et poser des questions. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a généralement honte de ne pas savoir. Imaginez un dirigeant qui est ingénieur, qui a réussi à développer son entreprise dans la tech ou je ne sais pas quoi, et vous êtes en train de lui dire qu'il n'arrive pas à comprendre une écriture comptable de base entrée-sortie et Hmm. que tout ce que vous dites, c'est du chinois. Ça demande beaucoup d'humilité, alors que je considère que c'est pas quelque chose qu'un dirigeant est censé savoir à la base. Ça ne fait pas de lui un mauvais dirigeant de ne pas savoir ça. Ce qui fait de lui un mauvais dirigeant, c'est de ne pas apprendre. Et donc, c'est vraiment nécessaire de comprendre ces états financiers pour pouvoir les interpréter et pour pouvoir identifier quand est-ce que les indicateurs sont au rouge ou au vert et pouvoir prendre des décisions adéquates. C'est ça. Et tu vois, ça soulève la question aussi liée à l'absence de structuration financière qui peut être un frein à l'accès au financement pour de nombreuses PME, notamment en Afrique. C'est marrant que tu abordes ça comme ça parce que c'est finalement moi ce qui m'a poussé pas dans ce métier, mais c'est ce qui m'a poussé à me lancer à mon compte et à créer Ellipsis. Alors, j'ai passé un petit temps en banque commerciale. Donc, j'étais numéro 2 du contrôle financier chez Ecobank au Bénin. Et j'étais impressionnée par le nombre de clients, de potentiels clients qu'on voyait dans l'écosystème, qu'on voyait faire de l'argent, qu'on voyait développer leur business, mais qu'en tant qu'établissement, en tant qu'institution financière, on ne pouvait pas accompagner. On ne pouvait pas les accompagner parce qu'ils n'avaient pas le début d'une information financière. Pour eux, c'était du Mm. charabia et ils ne comprenaient pas qu'ils en aient besoin. Pour eux, ils étaient dans l'économie réelle et ils disaient, mais est-ce que tu ne vois pas que je fais de l'argent? Est-ce que tu ne vois pas que je suis un businessman ou que je suis une femme d'affaires et que j'ai de l'argent? Regarde, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Pour eux, avoir de l'argent, c'était des signes extérieurs de richesse. C'était pas forcément ce qu'il y avait sur le papier. C'était là que le bas blessait parce que les états financiers, c'est l'outil de communication entre un dirigeant et sa banque. Et en fait, vous pouvez tout raconter. Tant qu'il n'y a pas cet outil, c'est comme si on ne parlait pas la même langue. Et à ce moment-là, moi qui venais d'une carrière, enfin qui avait commencé ma carrière en audit et qui finalement n'avait pas fait d'expertise, je me suis dit peut-être que l'audit, donc le commissariat aux comptes, l'audit réglementaire, ce n'est pas encore ce dont notre écosystème a besoin. Peut-être qu'on est bloqué un peu avant et qu'en fait, on a besoin de directeurs financiers qui parlent notre langue, qui soient adaptés à ce dont on a besoin, des directeurs financiers qui ne nous donnent pas peur des chiffres, mais qui arrivent à non seulement faire le job, donc discuter avec les banques, discuter avec les impôts, mais également à transmettre aux dirigeants non financiers ce qu'ils ont besoin de savoir pour également pouvoir faire face aux banques, pour également pouvoir faire face aux impôts, sans être des spécialistes de la comptabilité ou de la finance. Et c'était vraiment ça c'est vraiment ça notre vision chez Ellipsis, c'est de pouvoir transmettre ça aux dirigeants, être leur copilote pour pouvoir les accompagner dans ce cheminement. Quand on parle de structuration financière, les dirigeants ont l'impression qu'on leur demande la Lune, le Soleil et toute la galaxie, en fait. Alors que parfois, ça part de procédures claires, simples. Par exemple, un point sur le suivi de ces flux de trésorerie. Est-ce que vous avez même un petit cahier où vous notez tout ce qui rentre, tout ce qui sort, etc. Parce que sinon, comment on peut réussir à faire en sorte euh, que ça fasse du sens? L'un des points de base que je conseille à mes clients, c'est de dire déjà,
quand vous arrivez à séparer les finances de votre activité et vos finances personnelles, et vous avez fait un grand pas. Vous avez fait beaucoup plus que certaines personnes que vous voyez dehors. Même quand on parle de situations de personnes, donc un professionnel qui arrive à la banque et qui veut un crédit immobilier. Le banquier, c'est pas vous. Il a besoin d'un support papier qui lui dise Raoudat, elle voulait un crédit. Elle veut un crédit sur quelle base? Moi, je dois rendre compte à ma direction. Je dois pouvoir leur présenter un sujet et Un dossier. montrer que je n'ai pas donné ce crédit-là sans réfléchir à tout ça. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé le lien que tu as fait entre le dirigeant, l'individu et l'impact sur son entreprise et aussi vice-versa, quoi. Et j'aimerais bien peut-être, pour conclure cette dernière partie, si tu veux nous développer un petit peu le triptyque initial dont tu as parlé. Quand on a une éducation financière saine, ça permet l'autonomie, l'ambition et le pouvoir. Si tu peux Et nous le développer un petit peu pouvoir. cette vision, s'il te plaît. Alors, quand on parle d'autonomie, c'est la base de tout ça. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Personne, enfin, j'espère que personne ne se J'espère. dit, moi, je vais gagner beaucoup d'argent pour demain avoir à dépendre de qui que ce soit. Et Exact. donc, qu'on parle d'un salarié, d'un dirigeant, d'un entrepreneur, tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de se mettre à l'abri du besoin. Je parlais tout à l'heure de d'épargne de précaution, qui est pour moi l'un des premiers outils que je propose à mes clients. C'est un outil qui favorise l'autonomie. Parce que quand on a une épargne de précaution, on est libre de prendre certaines décisions. En tant que salarié, on peut se dire, tu sais quoi, peut-être que ce poste ne va plus dans la direction que je veux donner à ma carrière. Je vais démissionner et me donner le temps de trouver quelque chose qui m'épanouit réellement. On ne peut pas le faire quand on vit au mois le mois. Quand on est un dirigeant ou un entrepreneur, même à son compte qui n'a pas d'équipe, si on n'a pas un peu d'argent de côté, on ne peut pas se permettre de refuser un client dont les valeurs ne sont pas alignées aux nôtres. On ne peut pas se permettre euh, de, euh, euh, de faire des choix stratégiques parce on est tout le temps dans un comportement d'affamé, en fait. C'est Et ça. on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on a faim, on ne se donne pas les moyens de choisir la direction dans laquelle on veut aller. Je parle d'ambition exactement pour cette raison. C'est parce que on peut avoir des rêves, mais pour pouvoir les mettre en œuvre et pour pouvoir en faire une réalité, il faut s'en donner les moyens. Et ça fait le lien avec le dernier élément qui est le pouvoir. C'est C'est ça. vraiment ça que ça nous donne. C'est le pouvoir de mettre en place une autonomie. C'est le pouvoir de développer nos rêves. C'est le pouvoir de négociation. Euh, j'ai une amie qui disait que Dieu nous donne l'occasion de nous comporter comme des riches. Parce qu'en fait, quand dans ta tête, tu sais que tu as le choix, ton comportement est différent. Comment tu t'installes devant un banquier en mode, tu sais quoi, si tu me donnes l'argent, bien, si tu me donnes pas, c'est pas grave. Euh, je pense notamment à un client qu'on avait à la banque à l'époque, qui a beaucoup évolué depuis. Je donnerai pas plus de détails, sinon vous saurez qui c'est, mais euh, qu'on suppliait presque d'être notre client. Il avait des conditions que aucun de nos clients n'avait parce qu'on savait qu'il avait le choix. Il était financé en interne, en local au niveau du pays. Toutes les banques voulaient l'avoir comme client. Il avait des financements à l'étranger en devise. Donc, il arrivait à la banque parce qu'il vous aime bien, en fait. Et puis qu'il veut vous faire travailler un peu. Mais en vrai, il n'a pas besoin de votre argent. Donc, ça fait vraiment la différence. C'est ça qui va faire la différence entre la personne à qui on propose une facilité à 7% et vous que le banquier regarde droit dans les yeux en disant ce sera 14% ou rien. C'est ça. C'est vraiment là que ça se joue, c'est vraiment là que la bonne gestion financière devient un réel levier stratégique. Super. Écoute, j'aurais pas dit mieux et je crois que du coup, tu me tends la perche pour le moment de vérité.
Vanessa, le moment de vérité, c'est ce que personne ne nous dit. Quand tu observes les parcours des dirigeants et des professionnels en Afrique, quelle est selon toi la conséquence la plus sous-estimée d'un manque d'éducation financière? Pour moi, il y en a deux. La première qui peut-être se voit plus rapidement, c'est la dépendance vis-à-vis des autres. Et ça, peu importe ce qu'on veut bien se raconter, quand on ne sait pas gérer, on est très dépendant. On est très dépendant des financiers, on est très dépendant des délais de règlement que le fournisseur va bien vouloir nous accorder. On est très dépendant des délais de règlement de nos clients. On est quand même, c'est des choses qui nous mettent sous tension. Et c'est pareil d'un point de vue individuel. Quand on ne sait pas bien gérer son argent, on est très dépendant du salaire qui tombe tous les mois. S'il y a un jour d'écart, ça devient toute une histoire. On va commencer à être dépendant d'avances par-ci par-là ou de prêts qu'on peut avoir à n'importe quelle condition. Et du coup, la conséquence qu'on voit moins, c'est la perte de confiance en soi. Parce que du coup, on est conscient qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est comme un virage qu'on a raté. Un dirigeant qui ne maîtrise pas ses chiffres, il hésite à négocier parce qu'il sait qu'il n'a pas forcément la latitude de fermer la porte. Il se laisse imposer des conditions défavorables. Et puis surtout, même au sein de son entreprise, il ne pilote pas réellement la gestion financière de son entreprise. Et c'est pareil pour nous individuellement. Quand on ne comprend pas ses finances personnelles, on est à la merci de n'importe qui va nous donner des conseils complètement douteux. Et on peut aussi manquer d'audace pour s'investir dans des projets qui seraient réellement porteurs de notre ambition parce que on n'arrive pas à maîtriser, on n'arrive pas à évaluer dans quelle direction ça va aller. Alors moi, je crois vraiment que l'éducation financière, c'est un acte d'émancipation en soi. Ça nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie, sur notre activité. Ça nous permet de nous affirmer. Ça nous permet de saisir des opportunités, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Super. Écoute, moi, c'est très clair. Je sais que pour les auditeurs, ce sera également clair. Peut-être je veux bien une petite parenthèse sur le rôle de copilote que ton cabinet joue. Comment ça se manifeste pour les entreprises et même les individus? Alors nous, notre credo, c'est que après avoir travaillé avec nous, vous devez avoir franchi ce cap de pouvoir utiliser la gestion financière comme un porteur de votre ambition. Donc, on met en place des parcours personnalisés, que ce soit pour pouvoir accompagner les dirigeants, pour pouvoir accompagner les entreprises, parce que parfois, on les accompagne par le biais de leurs actionnaires et pas directement par le biais de la personne qui gère la société. On met en place des ateliers de formation interactive pour pouvoir accompagner les personnes individuellement, parce que c'est l'écosystème qui se renforce en termes de gestion financière. Et c'est ça qui va nous aider à bâtir les entreprises dont ce continent a besoin demain. Donc, on part du principe que l'éducation financière, c'est pas un luxe. Donc, on doit trouver le moyen de rendre accessibles les compétences dont l'écosystème a besoin. Et quand je dis donner les moyens, ou quand je dis rendre accessible, ça peut donner l'impression que c'est pas cher. C'est pas ça le terme. Par exemple, imaginons que toi, tu cherches un directeur financier pour entourage. Peut-être que tu Oui. n'as pas besoin que moi, Vanessa, avec mes 20 ans d'expérience, mon diplôme, etc., je sois ton directeur financier, pas parce que tu n'as pas les moyens de me payer, mais peut-être parce que tu n'as pas de quoi m'occuper tous les jours. Et donc, ça ne ferait pas forcément de sens que tu payes quelqu'un de mon niveau pour être là tous les jours, que tu vas occuper à 25%, 20%. Mais par contre, il y a des jours où tu auras besoin de quelqu'un de mon niveau. Donc, ce qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle une direction financière déléguée, où on va identifier chacun des besoins que tu as et on va te fournir juste ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de moi un jour par semaine, ben, ce sera moi un jour par semaine et tu paieras ce qu'il faut pour ça.
Donc, tu payes le juste prix et tu as accès à des compétences qui cadrent avec tes besoins. Très clair. Les entrepreneurs et les dirigeants, parce que c'est pas que ce qu'est une entreprise, tu fais également l'accompagnement pour les professionnels qui ont besoin de clarifier leur éducation financière. Donc, je pense que le message est passé dans ce sens-là. J'espère. J'espère bien, parce que là, on a parlé concret et terrain avec des beaux exemples. Donc, pour ça, je te remercie, Vanessa. Merci pour cet échange à la fois lucide et structurant. Et je trouve que ce qu'on retient, en tout cas aujourd'hui, c'est que l'éducation financière n'est ni un luxe, ni une compétence réservée aux spécialistes. C'est un acte d'émancipation. C'est une clé d'autonomie, une clé de crédibilité et une clé de performance. Et surtout, elle influence la manière dont un professionnel négocie son salaire, dont un dirigeant arbitre ses décisions, dont une entreprise accède au financement et dont une organisation construit une gouvernance solide. Et on comprend beaucoup mieux aujourd'hui qu'il ne suffit plus de générer des revenus ou de produire des états financiers. Il faut savoir les comprendre, les interpréter, les questionner et surtout les utiliser comme véritables leviers stratégiques. Donc, merci beaucoup pour cela, Vanessa. Merci pour les explications. Et on te retrouve Merci très à bientôt toi. sur Entourage pour les professionnels, les entrepreneurs qui aimeraient échanger avec toi en one-to-one pour avoir un peu plus d'accompagnement. C'est bien cela? Ce sera avec plaisir. Super. Vanessa, merci beaucoup. Alors, si vous nous regardez et que vous êtes un professionnel, un entrepreneur ou un dirigeant, l'enjeu n'est pas seulement d'améliorer vos résultats, parce qu'une performance durable commence toujours par une compréhension claire de ses chiffres et de ses choix. Et donc, si vous souhaitez approfondir ces sujets avec Vanessa, n'hésitez pas à réserver une session personnalisée en tête-à-tête avec elle sur Entourage. Mais vous pouvez également nous rejoindre sur Entourage Plus, notre espace premium, où nous proposons des expériences conçues pour accélérer vos trajectoires professionnelles et entrepreneuriales en Afrique grâce à des masterclass, des études de cas, du mentorat de groupe, des dîners privés avec nos experts et surtout une communauté orientée action. Voilà, n'hésitez pas à remplir le sondage qui est en légende de cette vidéo. Comme ça, l'équipe Entourage pourra vous contacter pour vous assister, soit pour réserver Vanessa, soit pour nous rejoindre sur Entourage. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse du terrain sur le terrain parle. Ciao.